Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marie-Claude Pelletier. Elle nous parle des tendances internationales en santé mentale et bien-être au travail. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène sa question. Le racisme est-il inné? Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique, Les vieux, ça bouge. Bienvenue chez nous. Vous écoutez Folie douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. J'accueille maintenant mon invité, Marie-Claude Pelletier. Bonjour, Madame Pelletier, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Bonjour, vous êtes présidente et cofondatrice de Global Watch. On va évidemment savoir ce que fait Global Watch, mais on va aussi parler de tendances en santé mentale, spécialement au niveau du monde du travail. Donc, pouvez-vous nous présenter ce que c'est Global Watch? Oui, Global Watch, en fait, c'est un centre d'expertise en santé mentale et bien-être au travail qui a été lancé au Canada, en fait, à partir du Québec en 2018, qui accompagne les employeurs dans l'intégration des bonnes pratiques pour favoriser la santé mentale et le bien-être au travail. Aujourd'hui, avec nos employeurs adhérents, on rejoint un peu plus d'1,5 million de salariés dans une cinquantaine de pays et on s'inspire à la fois de ce qui se passe sur le milieu scientifique, à la fois aussi d'expériences prometteuses qu'on observe ailleurs dans le monde. Et on vient accompagner les employeurs avec cette information-là pour intégrer les bonnes pratiques, pour qu'on soit bien au travail. Comment c'est arrivé que vous cofondiez justement cet organisme-là? En fait, l'idée qui est derrière Global Watch, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la santé mentale, du bien-être au travail, puis j'ai vu malheureusement beaucoup d'entreprises, puis même des très grosses entreprises qui investissent des sommes importantes parce qu'ils croient à l'importance de favoriser le bien-être de leurs équipes en milieu de travail, mais c'est pas nécessairement toujours fait de la bonne façon. Et ce que je souhaite éviter, c'est que les employeurs fassent des activités que j'appelle feu de paille. C'est-à-dire, on va réaliser des activités de formation, des événements dans l'organisation, mais c'est pas nécessairement ça qui va donner du résultat. Fait que ça prend vraiment une démarche, étape par étape, où est-ce qu'on va aller voir quel est le portrait de la situation, quels sont les besoins des employés, quelles sont la compréhension des employés par rapport à leur vécu au travail, puis après ça, d'être capable d'identifier les priorités puis d'agir de la bonne façon. Alors, quand on veut agir dans l'entreprise, il faut suivre justement des étapes avec des outils qui sont basés sur ce que la science nous apprend pour éviter de faire des erreurs et puis être efficace dans nos interventions dans l'entreprise. Alors, quand on a mis Global Watch en place en 2018, c'était vraiment pour outiller les employeurs de manière rigoureuse, mais en même temps avec des actions et des outils très concrets pour passer à l'action. Et ça répondait vraiment à un besoin. Puis l'autre élément aussi qui est intéressant, c'est que quand on se compare avec ailleurs, ça nous amène à sortir de nos références habituelles. Alors, le fait d'être en lien avec des employeurs d'un peu partout dans le monde, ça nous amène justement à sortir de nos zones de confort puis de réfléchir peut-être à des manières de fonctionner qu'autrement, on n'aurait peut-être pas réfléchi. Madame Pelletier, comment vous pourriez définir un peu la situation? Où est-ce qu'on est, nous, comme milieu de travail, quand on parle de santé mentale, quand on parle de notre région, là, soit le Canada, le Québec, est-ce qu'on est quand même bien positionné? En fait, le Canada et le Québec sont particulièrement reconnus sur la scène internationale pour être innovants et précurseurs dans les pratiques qu'on met en place. Et il y a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été développées, des initiatives très structurantes, là, notamment au Québec, qui ont été développées, puis qui ont même inspiré des projets sur la scène internationale pour guider les employeurs comme des nouvelles normes, par exemple, des normes internationales. Et on a beaucoup de chercheurs aussi qui ont des très, très belles, des beaux projets de recherche, qui ont développé une belle expertise. Donc, on a un terrain qui est très favorable en termes de connaissances et d'expérimentation au Québec et au Canada. Et on a une culture aussi, puis c'est pas la même chose partout dans le monde. On a une culture au travail, une culture dans nos relations interpersonnelles entre nous qui fait que
on est en convivialité dans le milieu de travail. On est capable de se parler, on est capable d'avoir des liens au travail qui vont être protecteurs de notre santé. On est capable de dire quand les choses vont pas bien, beaucoup plus que dans d'autres pays, dans d'autres cultures où la parole est vraiment moins bien accueillie. Et ça, évidemment, c'est un gros facteur de protection quand on est capable de s'exprimer au travail, d'où justement l'idée d'avoir sondé un peu au Québec. Où est-ce qu'on en est dans le milieu de travail quand on vit des situations qui sont plus difficiles? Est-ce qu'on se sent à l'aise de dire que ça va pas bien pour aller chercher les ressources qui pourraient nous faire du bien, là? Et effectivement, le 19 mars 2026, assez récemment, vous avez dévoilé en fait des tendances. Et puis une des données en fait qui ressort beaucoup, c'est que près d'un travailleur sur deux a dissimulé son état de santé mentale au travail dans la dernière année. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire, là. Oui, effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ça, c'est un sondage qu'on a réalisé auprès de 600 Québécois et Québécoises, travailleurs, pour savoir justement si on ne se sent pas bien. Est-ce qu'on se sent à l'aise d'en parler à notre patron? Est-ce qu'on se sent à l'aise d'ouvrir la parole pour dire, moi, j'aurais besoin d'aide en ce moment, là, tu sais, je file pas. Un peu comme, tu sais, quand on a mal à l'épaule, qu'on a mal au dos ou qu'on a eu un cancer ou qu'on a eu un problème cardiaque, on se sent libre d'en parler. Alors, c'est aussi important d'être capable de se sentir libre d'en parler quand on a un souci d'ordre psychologique, quand on est en situation de détresse. Parce que quand on est capable d'en parler, à ce moment-là, c'est plus facile d'aller chercher les ressources, le soutien, l'aide, l'empathie qui est nécessaire pour être capable de diminuer les tensions, diminuer les problèmes et faire en sorte qu'on reste dans un état de santé optimal, malgré le stress dans lequel on est, malgré les changements qu'on vit régulièrement. Tout le monde, on vit beaucoup de changements en ce moment depuis les derniers mois, puis pour la suite aussi. Alors, il y a juste le changement qui ne change pas maintenant, hein? Et le contexte est particulièrement anxiogène. Il y a l'augmentation du coût de la vie, il y a les guerres, les tensions politiques, les changements climatiques. Ça fait en sorte que comme humain, quand on rentre au travail, on vient avec notre bagage, puis on peut vivre aussi tous ces changements-là dans le milieu de travail qui fait en sorte que des fois, on peut être en détresse. Alors, quand on est en détresse, il faut être capable de s'exprimer pour être capable d'aller chercher les ressources qui sont mises à notre disposition pour diminuer justement notre état de mal-être. Oui, plusieurs disent que justement la santé mentale, c'est moins tabou qu'avant. Il y a des gens même qui disent que c'est pas du tout tabou, mais comment vous pouvez expliquer qu'un travailleur sur deux sent encore un peu un malaise, j'imagine? C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, à dévoiler son problème de santé mentale au travail? Oui, tout à fait. Puis en fait, je pense que s'il y a un effet positif de la pandémie, ça a été le fait de mettre en lumière que la santé mentale, c'est important puis qu'on est capable d'en parler. Moi, en 25 ans, j'ai jamais autant entendu parler de santé mentale, justement dans des médias, dans des réseaux comme le vôtre, à la radio, dans les émissions, etc. Et ça fait du bien parce que ça vient démystifier, ça vient détabouiser un peu le sujet. Et c'est important de le faire aussi dans le milieu de travail. Mais ça va dépendre de comment on se sent. Est-ce que notre milieu de travail, est-ce qu'on sent que notre milieu de travail va nous juger? Si on s'exprime sur un problème qu'on peut avoir, est-ce qu'on pourrait être retardé dans notre évolution de carrière, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir de la stigmatisation? Est-ce qu'on va se faire mettre à l'écart? Et ça, c'est hyper important. C'est là où est-ce qu'on veut vraiment aider et interpeller les employeurs. C'est de créer ce qu'on va appeler un climat de sécurité psychologique, où autant au niveau des gestionnaires qu'au niveau des équipes, des collaborateurs de nos équipes de travail, qu'on soit capable d'accueillir finalement quand on est en difficulté pour aller chercher les ressources dont on a besoin. Et ce qui nous a été interpellé particulièrement dans les résultats du sondage, où un travailleur sur deux a dissimulé son état de santé mentale au travail dans la dernière année, c'est que ces pourcentages-là sont plus élevés, particulièrement chez les femmes et chez les jeunes. Et ça nous interpelle. Et le fait de ne pas dissimuler n'est pas relié au fait d'être une femme ou d'être un jeune, mais plutôt parce que les femmes et les jeunes sont habituellement dans des emplois qui sont plus précaires. Et quand on est dans des emplois qui sont plus précaires ou plus vulnérables, on va avoir plus de difficultés, où on va se restreindre davantage à dire si on a des difficultés parce qu'on a peur justement de perdre notre emploi ou de ne pas être promu ou de ne pas avoir la reconnaissance professionnelle autant que si on en parle ou versus si on n'en parle pas. Donc ça nous interpelle. Puis il faut vraiment que
dans le milieu de travail, on soit capable d'avoir un environnement qui va nous permettre de s'exprimer, puis d'aller chercher surtout les ressources d'aide. Avez-vous remarqué si effectivement c'est peut-être des entreprises de plus grande taille qui réussissent à installer un climat de confiance parce que probablement qu'ils ont plus de personnel ou en tout cas d'efforts qui sont mis pour aider les gens avec leur santé mentale? Ben, c'est intéressant comme question parce que, d'une part, les grandes entreprises ont plus de moyens, plus de ressources, mais en même temps, c'est plus compliqué quand on veut changer une culture d'entreprise pour avoir une culture où est-ce que on se sent en sécurité d'en parler, versus une plus petite entreprise où il y a moins de moyens, moins de ressources, mais on est plus dans une situation où on va plus se connaître déjà en partant. On va avoir plus facilement des conversations sur nos vies personnelles. C'est moins compliqué de déployer des outils quand on est une petite structure. Il y a des outils, il y a des services qui sont disponibles aussi pour les PME. Donc, il y a le beau côté et le mauvais côté des grandes organisations, puis c'est la même chose aussi du côté des PME. Donc, il n'y a pas de milieu idéal. Ce qui est important, c'est qu'au niveau surtout de la haute direction, donc les décideurs, qu'il y a une sensibilisation sur le fait que c'est important de créer un climat de sécurité psychologique pour éviter les problèmes, faire en sorte qu'on ait des gens qui soient présents au travail, engagés au travail, mobilisés, capables de contribuer à l'effort, d'innover. Et ça, c'est un argumentaire d'affaires qui est important pour les décideurs en entreprise, quelle que soit la grandeur de l'organisation. Parce que la santé mentale, le bien-être au travail, c'est un levier maintenant de performance de l'entreprise, même en contexte actuellement de grande insécurité et de grande instabilité. Il y a le Forum économique mondial avec des grandes institutions internationales qui ont maintenant très bien documenté la valeur et le retour sur investissement du fait d'investir justement sur des stratégies qui vont favoriser la santé mentale et le bien-être au travail. On parle de retour sur investissement de 470 %. Alors, dans notre contexte, ce que ça veut dire, c'est que pour un employeur d'investir $1 dans une stratégie efficace pour favoriser la santé mentale et le bien-être au travail, il va avoir un retour sur investissement de 4,70 $. Alors ça, c'est payant de le faire humainement et économiquement. C'est ce qui a été longtemps peut-être un message difficile à faire passer auprès des employeurs, mais peut-être que les employeurs le comprennent un peu plus, heureusement, ces jours-ci. Hein? Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation. D'ailleurs, Madame Michèle Lambias-Meunier, présidente et chef de la direction du Conseil du patronat, nous a partagé en mots d'ouverture de notre événement Formation de tendance internationale l'importance pour les milieux de travail, pour les entreprises, de considérer la santé psychologique comme levier de performance organisationnelle. On ne peut pas en ce moment penser à une performance durable de nos organisations si on ne prend pas soin de notre monde. Et le fait que ce soit la PDG du Conseil du patronat qui représente 70 000 employeurs au Québec qui porte ce message-là, je pense que ça vient donner un signal clair que c'est la santé mentale, le bien-être au travail, c'est plus un luxe, c'est une nécessité. Ouais. Ça peut parfois paraître secondaire, mais c'est crucial pour pouvoir performer. Oui, c'est encourageant. En tout cas, il reste quelques secondes à l'entretien. Mme Pelletier, est-ce qu'on peut mentionner l'endroit le plus simple pour être capable de prendre connaissance de ces résultats-là là, qui sont quand même remplis d'espoir? Oui, tout à fait. Alors, les participants, les auditeurs peuvent se rendre sur le site Internet global-watch.com et de là avoir accès à tout le résumé qu'on a des tendances internationales qu'on a présentées le 19 mars dernier. Et ça se nomme donc Tendance internationale 2026, c'est ça? Oui, c'est ça. Tendance internationale 2026 sur le site de global-watch.com. Bien, c'est excellent. Merci beaucoup, Marie-Claude Pelletier. Vous êtes présidente et cofondatrice de Global Watch. Merci pour ces renseignements en espérant que ça s'améliore encore plus dans les années à venir au niveau du travail. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci de m'avoir accueilli. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est au tour maintenant du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, la question que tu apportes, c'est le racisme est-il inné? Oui, une question qui nous fait... On se demande, hein? Oui, c'est ça. Le racisme, est-ce que c'est de naissance? Est-ce qu'on a une région du cerveau
qui s'occupe de nous rendre racistes. Ouais. Est-ce que ça varie d'une personne à l'autre ou est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend en société? Qu'on développe, parce qu'on dit souvent, tu sais, les jeunes enfants, des fois, tu les laisses jouer ensemble. Puis, Oui. Même s'ils sont de différentes origines, Oui. souvent, ils ne s'en rendent pas compte. Les autres, ils jouent avec un ami. Puis, Oui. fait que on va voir avec ce que tu vas nous apporter. Là, Oui, ça nous fait poser la question. Ouais. Alors, un premier article que j'ai trouvé sur Internet sur cette question, ça s'appelle « Une étude l'affirme, le racisme n'est pas inné ». C'est un article que j'ai pris sur le site Science Post. Et c'est écrit par un monsieur du nom de Johan Demeure, qui est vulgarisateur scientifique et géographe. Et ce monsieur Demeure nous dit « Une étude canadienne réalisée sur plusieurs centaines de bébés stipule que ces derniers ne sont pas contre le fait de côtoyer des gens d'une autre langue que leurs parents, bien que leurs préférences aillent dans ce sens. Le but était de démontrer que la haine d'autres groupes que le sien n'est pas quelque chose d'inné. » Oui, parce qu'il y a la langue aussi qui rentre en ligne de compte. C'est sûr, ça peut être dépaysant pour une personne. Oui. Alors, l'étude en question a été menée par des chercheurs en psychologie de l'Université de la Colombie-Britannique et publiée dans la revue Developmental Science, sciences développementales en bon français. Ces recherches ont porté sur le comportement de 456 enfants âgés de 6 à 8 mois. Auteur principal de l'étude, Mme Anthea Pun, ça s'écrit P-U-N, professeure de psychologie, estime que les enfants peuvent déjà distinguer leur langue maternelle des autres langues. Les relations conflictuelles entre les différentes cultures et les discriminations qui perdurent ont donné l'idée aux chercheurs canadiens d'effectuer ces travaux et prouver ce qui pouvait déjà paraître comme évident, les enfants, de par leur innocence, ne sont pas capables de racisme. Autrement dit, que cette notion n'est pas innée chez nous, les êtres humains. Oui, c'était la bonne façon de tester, justement. On prend des gens qui sont un peu purs, entre guillemets, ou qui n'ont pas eu à dealer avec les autres. Oui. Alors, les chercheurs, nous dit M. Demeure, ont passé aux enfants des vidéos montrant des marionnettes ayant un comportement social, puis un comportement opposé, soit antisocial. La première fut en français, une langue totalement étrangère pour eux, et la seconde était en anglais, leur langue maternelle. Selon Mme Anthea Pun, les bébés s'attendent à ce que les personnes parlant la langue de leurs parents adoptent une attitude positive et semblent surpris lorsque cela n'est pas le cas. Les bébés ne démontrent pas d'attente de comportement pour les gens qui parlent une langue différente. Les recherches de l'Université de la Colombie-Britannique sont encore incomplètes et nécessitent un approfondissement. Mme Anthea Pun a noté qu'en arrivant vers l'âge de 3 ans, certains enfants développent une aversion, pouvant aller jusqu'à la répulsion envers les personnes parlant une autre langue que la leur. Les raisons conduisant à ce fait sont encore à déterminer, selon la chercheuse, qui en revanche soutient farouchement que la haine envers des gens utilisant un autre langage n'est pas quelque chose de présent dès la naissance. Maintenant, selon un autre article, celui-ci s'appelle « La psychologie du racisme ». J'ai pris ça sur le site Googlaoui, donc c'est G-O-O-G-L-A. W-I. Ne le googlez pas, surtout. Googlaoui.com. Ouais. Alors, on nous dit, tout d'abord, l'article n'est pas attribué à une personne ou à une autre, mais c'est un Américain qui nous écrit. Donc, c'est du point de vue d'un Américain et du racisme aux États-Unis en particulier. Alors, selon lui, selon le site Googlaoui, on nous dit l'explication du racisme, c'est que de nombreuses personnes aux États-Unis cherchent des explications au racisme et se demandent quelles en sont les causes. S'agit-il de la survie du plus fort, comme l'a suggéré Darwin, ou d'un mécanisme de défense psychologique pour aider les gens à s'identifier à leur groupe principal et à se sentir plus en sécurité? Voici une liste des raisons pour lesquelles le racisme existe. Première explication, ce serait une insécurité personnelle. Il est vrai que ceux qui n'ont pas d'identité propre peuvent rechercher l'appartenance à un groupe.
Par conséquent, après avoir trouvé une clique, les gens commencent à s'aliéner les autres. Parfois, l'hostilité surgit envers les groupes qui ont été aliénés. Lorsqu'ils sont dans une clique, les gens ont tendance à commencer à penser et à se comporter davantage comme les personnes dont ils s'entourent. Il devient beaucoup plus facile d'attaquer un groupe de personnes lorsque vous êtes parmi d'autres qui partagent le même point de vue. 2 types de maladies mentales, soit le trouble de la personnalité paranoïaque et le narcissisme, sont tous deux liés au sentiment d'insécurité et peuvent également rendre une personne plus susceptible de se livrer au racisme. Deuxième explication, ce serait le manque de compassion. L'aliénation des autres conduit finalement à moins de compassion pour ceux qui ont été ostracisés. Les gens commencent à ne montrer de la compassion et de l'empathie que pour ceux avec qui ils s'associent régulièrement. Un exemple simple est de penser à des segments de télévision vous demandant d'aider à nourrir les enfants affamés en Afrique. Il est plus facile de rejeter ce groupe car l'Afrique semble si loin et vous avez l'impression que vous ne pouvez rien personnellement y faire. Ce n'est peut-être pas du racisme manifeste, mais c'est certainement une perte d'empathie. Bon début, Pierre. On va poursuivre le même sujet plus tard à l'émission à l'Espresso allongé. Merci et à plus tard. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin propose sa chronique dont le titre est « Les vieux, ça bouge ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec la question « Le racisme est-il inné ?» Vous voulez échanger avec nous ou désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. Aujourd'hui, à ta chronique, Catherine, les vieux, ça bouge. Oh oui, n'ayons pas peur des mots. Oui, bonjour, ça Catherine. bouge. Ça bouge. Mais oui, ça bouge, puis les c'est vieux. pas péjoratif quand on dit les non. vieux. Les vieux, c'est les vieux. Puis on Bien est tous sûr. le vieux de quelqu'un. Puis, Exact. Le plus vieux de quelqu'un. Ouais. Mais les vieux, ça bouge. Ben oui, contrairement en fait aux idées reçues, on associe quoi à la vieillesse? On l'associe en général à l'inactivité, la vieille sur son balcon. Ouais. Ou Les le gens qui sont vieux un peu sur le côté, sur là, l'accotement, voilà, là. inactif, dépendant aux autres, Ouais. Va faire mes courses Ouais. ou va faire ci Il y a ou beaucoup de ça. préjugés. Perte d'autonomie. Ouais. Il y a beaucoup de mythes carrément associés et des préjugés, des a priori. On les appelle comme on veut, mais tout à fait. Et en fait, quand les études s'approchent un petit peu des activités des personnes retraitées ou des personnes qui ont choisi d'être moins actives dans la vie, des semi-retraites par exemple, c'est pas le cas en fait. On voit que, contrairement à ce qu'on peut croire, les gens ne se retirent pas de la vie sociale. Oui, il n'y a plus la vie professionnelle comme telle, mais la vie sociale est encore bien présente et on va voir avec des petits exemples un peu sympathiques. Et il peut y avoir la vie professionnelle. Tu sais, il y a des gens qui continuent un certain travail. Ou, tu sais, la forme est un peu mieux qu'il y a 50 ans, là, quand on parle de personnes un peu plus vieilles. Là. Ils ont la chance de choisir peut-être un temps partiel et de faire vraiment ce qu'ils veulent cette fois-là, s'ils ne faisaient pas ça avant. Et peut-être du travail moins physique et répétitif, donc des choses qui sont un peu plus peut-être créatives. Ou, C'est vrai, pour les gens qui faisaient ça et qui ne l'aimaient pas, c'est sûr que c'est l'occasion de... Et on conseille d'ailleurs de prendre sa retraite de manière un petit peu progressive pour mieux la vivre, mais ça c'est un autre sujet. Combien de fois on entend des gens qui prennent une retraite puis tout à coup, soit qu'ils s'ennuient ou soit qu'ils tombent malades. Des fois, il faut juste peut-être y aller graduellement. C'est ça, ou ils ne survivent pas à la retraite. Parce que c'est tout un changement là, dans une vie. Oui, pour les gens qui étaient drogués au travail, très c'est actif, sûr que c'est très difficile. Ouais. Mais là, on est sur
les vieux de manière générale, Ouais. on les appelle les aînés également au Québec, et donc en fait il n'y a pas un désengagement social parce qu'ils vont se tourner, ils vont avoir des loisirs. Bon, on a la FADOC au Québec qui est une association où les retraités peuvent avoir des prix et fait toutes sortes d'activités. Ils peuvent être bénévoles, c'est l'occasion d'aller aider dans des friperies ou faire d'autres choses. Ils font des voyages entre amis, ils font des activités quotidiennes qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire, prendre une petite marche le matin tranquille. Ils peuvent peut-être dormir jusqu'à l'heure qu'ils veulent. Oh pour une mon fois, Dieu, hein. oui, ça, oui, c'est C'est peut-être ça. des gens qui sont tannés de Oui. se lever toujours avec le rythme effréné. Voilà. là. Oh oui, et faire une sieste aussi, Oui, ça, aussi, c'est vachement bien. Ce qui n'est pas mauvais. Oui, c'est ça. Et donc, on voit aussi qu'en fait, certains vont même jusqu'à augmenter leur mobilité parce qu'ils vont prendre le temps de marcher, ils vont faire du vélo ou ils vont faire plus d'exercices avec les amis, ils vont faire un bowling, ils vont faire des choses alors qu'en fait, ils faisaient juste un aller-retour en voiture Ouais. pour le travail. Et donc, c'est un mythe, donc ils vont moins bouger. Ce qui est certain, c'est que ce qu'ils vont faire comme activité prend une autre valeur aussi. Par exemple, une sortie avec les amis du quartier au bowling ou une balade dans le parc avec des amis ou de la famille, ça prend une valeur qu'on ne lui attribuait pas avant, parce que c'est vraiment une sortie où on va voir du monde, puisqu'on voit moins de monde. C'est sûr qu'on ne voit pas les gens au travail puisqu'on n'y va plus. Donc, ce qui peut manquer, en effet, c'est ce contact-là. Mais donc, ces engagements sociaux, entre guillemets, ça fait beaucoup de bien et ça prend une valeur vraiment importante dans la vie de nos aînés. Et on vit plus, si on veut, ou on vit mieux. Tu sais, on vit vraiment, peut-être, je dirais. Là. Voilà, oui, on peut le dire Parce comme que ça. le travail, des fois, on s'oublie, puis ça passe tellement Oui. vite qu'on n'a pas vraiment le temps de faire avoir un recul. Là. Et oui, il faut jongler entre tout, la famille, etc. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que tout simplement, la vieillesse, elle va transformer la mobilité. C'est sûr que ce n'est pas la même qu'avant. Elle va la transformer, elle va changer la valeur. Mais donc, on a déjà cassé un mythe. Et en disant, tu sais, ils bougent pas. Ben oui, ils bougent. Mais oui, ils voient du monde. L'autre mythe, c'est, mais en fait, ils vont pouvoir se passer de voiture et prendre le transport en commun. Et donc, ils vieillissent, à un moment, ils voient plus clair, et puis ils vont prendre le transport en commun. Mais en fait, il s'avère par les études que c'est pas vraiment le cas, parce qu'au moment de prendre le transport en commun, si les gens prenaient beaucoup la voiture, on est dans des cas de figure comme ça, mais justement, c'est qu'ils atteignent un niveau cognitif ou en tout cas de mobilité physique qui est plus difficile. Et donc, prendre le transport en commun, c'est quelque chose, surtout à l'heure de pointe. Donc, tout le monde ne laisse pas toujours la place. Je trouve que jusqu'ici à Montréal, je trouve que ça se passe bien. Je ne sais pas, en région, donnez-nous un retour. Là, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est une difficulté pour une personne qui avait perdu déjà du cognitif et qui ne peut plus conduire. Donc, cette personne, elle ne va pas aller prendre un bus, parce que ça va être plus difficile. En plus, oublions pas, si elle doit faire un changement de station, prendre un métro, prendre un autre bus, il y a une autre distance à faire, un trottoir pas facile, l'hiver, peu importe les travaux, etc., la vue qui diminue. Bon, c'est une difficulté. Donc, ça, c'est un mythe, le fait de croire qu'ils vont pouvoir se passer de la voiture. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'ils vont vivre la voiture différemment. Peut-être qu'ils vont aller en voiture avec d'autres gens. Ça, c'est intéressant. Bah oui, j'ai plus envie de faire un long trajet tout seul, ou tiens, je vais faire mes courses, tu viens avec moi, pour pas être seul dans la voiture. Et s'il y a comme une diminution cognitive et qui n'est pas majeure, et qu'il y a moyen d'être en voiture de manière sécuritaire, bien, le faire avec plusieurs personnes, ou bien louer une voiture aussi, et désigner quelqu'un de plus jeune pour conduire la voiture, prendre aussi d'autres moyens, donc j'ai dit covoiturage, c'est ça, désigner un chauffeur, accompagnement par des proches, et puis des taxis aussi. C'est vrai qu'un taxi, il peut vous déposer, moi j'en vois régulièrement quand même très gentiment, accompagner la personne jusqu'à sortir le sac pour la personne. Je vois ça au supermarché où il y a des personnes âgées qui prennent le taxi pour porter leurs courses jusqu'à la maison en fait. Et je vois quand même que les chauffeurs de taxi les aident. Donc, ça, c'est génial. Ouais, voilà. C'est bien. Donc, ça fait partie de vivre l'automobile différemment. Donc, et d'éviter cet âge qui serait « Ah tiens, j'ai une voiture. Oh tiens, j'ai plus du tout de voiture. »
Et encore, on parle de gens en ville, nous, ici, cet épisode. Mais à la campagne, c'est vraiment encore tout autre chose comme difficulté. Mais en ville, déjà, bon, on peut faire beaucoup de choses sans voiture, mais malgré tout, il y a des choses où il faut une voiture si on veut avoir une liberté sociale de connexion. Allez, on casse encore un autre mythe. Allez, lequel ça va être? Allons-y. Alors, c'est qu'en fait, les aînés, ils vont bouger vers un milieu adapté. Certains, mais c'est vraiment pas la majorité. En fait, la majorité reste chez eux. Pourquoi? Parce que c'est familier, c'est un petit cocon. On est habitué, on connaît le quartier, on connaît les voisins, on est bien chez soi, il y a les photos, il y a les objets. Et pourquoi on irait changer? Maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est des personnes qui, quand elles ont un vrai problème cognitif, doivent être placées, en effet. Ou physique. Ou physique, c'est certain. S'il y a des limitations physiques, des fois, ils n'ont peut-être pas le choix. Hein. C'est ça, on ne peut pas toujours se déplacer chez soi avec une marchette. Donc, il faut des fois, en effet, bouger avec ça. Mais ça, la majorité, en fait, des gens vieillissent chez eux au Québec. Et donc, c'est plus de 80%. C'est quand même un beau chiffre, je trouve, pour les gens. Et les intentions des gouvernements récemment, il me semble que c'était toujours d'essayer de garder les gens dans leur milieu le plus longtemps possible, dans leur milieu qu'ils choisissent, là, leur milieu d'origine, si on veut. Je pense que c'est mieux pour la santé mentale de la personne, c'est mieux pour la société aussi, parce que cette personne risque d'avoir un meilleur moral. Je ne dis pas qu'aller ailleurs, ça va vous casser le moral de toute évidence. Non, des fois, si vous intégrez bien, c'est un bon milieu, tout va bien se passer. On peut se faire des amis. Mais tant que vous pouvez rester chez vous, pourquoi vous ne le feriez pas, là? Oui, il y a une sécurisation, on se sent plus sécure, on se sent plus... Si vous avez encore beaucoup de voisins ou d'amis du quartier, c'est bien. Les gens qui n'ont plus personne, plus de famille, plus de gens dans le quartier, ça peut être une chouette solution d'aller emménager dans un milieu adapté, comme on dit, parce qu'ils vont voir du monde, ils vont se faire de nouveaux amis. Mais donc, c'est pas fait pour tout le monde. Puis, c'est pas pour tout le monde. Comme tu dis, la majorité reste dans leur milieu, dans leur maison, dans leur appartement, peu importe d'origine, donc ils ne souhaitent pas changer de place le plus longtemps qu'ils peuvent. C'est ça, ils vont pas au milieu adapté. Voilà. Il y a un des articles que j'ai lu ici, il disait qu'en fait, l'idéal pour en ville, ce serait des zones comme les cités piétonnes ou la ville des 15 minutes, ils appellent ça. Et c'est en préparation à Laval et à Montréal. Bon, à Montréal, c'est déjà un petit peu le cas, mais ce serait bien la plupart des services se retrouvent à 15 minutes de marche. C'est ça, que la personne âgée puisse aller au CLSC, puisse aller à l'hôpital, puisse aller à l'épicerie, certains commerces, à la bibliothèque, à l'arrêt de bus aussi. Oui, voilà. Ouais. Avec des trottoirs corrects. Et des lieux aussi où il peut rencontrer d'autres personnes. Là, on en demande ici. Faire des promenades. Quand on parle de Montréal, avec tout ça, là, il y a du travail à faire à Montréal pour assurer toute cette facilité. Je ne poserai pas un jugement, là, mais c'est vrai qu'il y a du travail qui n'est pas si gros que ça. Je crois qu'il y a moyen d'aménager des zones pour faire en sorte qu'on va soutenir la personne qui veut rester chez elle, ou même la personne qui est dans un milieu adapté, mais qui veut descendre quand même et qui peut encore le faire. Qui veut quand même aller au commerce à proximité. Au petit marché du coin, pourquoi pas. Et garder on l'a vu pendant la COVID, que c'était extraordinaire de sortir à l'épicerie ou marché dans la rue. Tu sais, c'était comme un luxe qu'on ne pouvait plus avoir. Et quand on en est privé, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez essentiel. Moi, j'ai trouvé ça vraiment important à vivre. Et comme tu disais, ton titre, dans le fond, de bouger, c'est très important. Il faut qu'on continue à bouger. Donc, ça nous donne la possibilité de bouger. On ne veut pas que nos aînés disparaissent de l'espace public. On veut qu'ils continuent à vivre leur citoyenneté et la vie en société avec toutes avec tout le monde. les strates de la société en fonction de l'âge. Je pense que c'est vraiment une solution vers une bonne société. Il ne faut pas ghettoiser les gens par leur âge. Mais c'est vrai qu'on est en apprentissage continu parce qu'avant, les personnes restaient dans les familles et maintenant, on est des générations, on se rend compte, oh mon Dieu, les gens sont mis dans des endroits comme les CHSLD ou quoi. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? On le vit parce que ça n'existait pas avant. Donc, il ne faut pas trop se fouetter, il faut trouver des solutions pour adapter que la mobilité persiste pour tout le monde. Bien sûr. Alors, on t'a préparé des liens. Hein, est-ce qu'il y a quelque chose à dire avant de conclure? Avant de terminer, en fait? Pour conclure? En fait, on ne doit pas considérer cette mobilité des aînés uniquement comme une question de transport ou de logement.
Il faut la voir au point sociétal. C'est pas juste un problème, tiens, ils doivent le loger là, ou ils doivent pouvoir aller du point A au point B. C'est aussi les intégrer totalement dans la société et qui restent partie intégrante de la société. Et qui puissent nous partager leur expérience. Enrichir, tout à fait, ouais. Oui. Merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique. Donc, les vieux, ça bouge et on aura les liens, comme d'habitude, sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Merci et à la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. Bye. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie Douce. On poursuit avec la question que tu as commencé, Pierre, plus tôt dans l'émission. Le racisme est-il inné? Oui, une bonne question à se poser, je trouve. Et j'étais en train de lire un deuxième article qui s'appelle « La psychologie du racisme ». C'était sur le site Googlaoui. C'est un article qui n'est pas crédité à une personne en particulier, mais on voit que ça parle du racisme et aux États-Unis, presque uniquement. Parce qu'il y en a beaucoup de racisme, veut pas, il y en a, puis c'est sûr que des fois qui cause des conflits, même presque de guerre, tout ça. C'est quand même c'est très répandu. Oui. Alors, j'avais commencé une liste de raisons qui seraient des explications, des raisons pourquoi le racisme existe. J'étais rendu à la troisième raison, troisième possibilité. On nous parle qu'il pourrait s'agir d'une projection des défauts. On nous dit parfois, lorsque les gens se sentent mal dans leur peau ou reconnaissent leurs lacunes, au lieu de s'occuper d'eux et d'essayer de les réparer, certains projettent leur dégoût de soi sur les autres. Les groupes aliénés peuvent facilement devenir les boucs émissaires de ceux qui ignorent leurs propres défauts personnels. Quatrième explication serait une mauvaise santé mentale. Le racisme est-il un signe de mauvaise santé mentale? Pas nécessairement, car de nombreuses personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale pourraient se tourner vers d'autres méthodes d'adaptation telles que l'alcool ou la drogue. Dans le cas du racisme, cependant, une personne en mauvaise santé mentale peut se sentir mieux ou même s'en sortir en excluant ou en maltraitant les autres. Ce qui n'est pas une bonne chose nécessairement. Cinquième raison du racisme serait simplement la haine. Il est vrai que la haine extrême est presque toujours basée sur la peur d'être en danger. Les gens peuvent se sentir menacés ou craindre de perdre le pouvoir. Certaines personnes peuvent s'identifier à des groupes extrêmes afin de bénéficier d'un soutien social tout en transférant leurs propres lacunes sur les groupes qu'elles n'aiment pas. Dans sa forme la plus élémentaire, le racisme est l'échec à s'arrêter, à réfléchir et à considérer avant d'agir. Cela signifie aller avec le statu quo au lieu de se remettre en question. Le racisme n'est pas une maladie mentale, mais il est certainement lié à l'adaptation psychologique. Sixièmement, on peut se demander, le racisme est-il inhérent ou appris? Les gens apprennent-ils à être racistes ou est-ce un instinct de survie inné pour les gens de s'aligner sur les gens de leur propre race et de repousser d'autres groupes? Le consensus général est que le racisme n'est pas inné mais appris dans son environnement précoce. Par exemple, un enfant blanc qui grandit sans jamais voir un enfant non blanc peut apprendre qu'il n'est pas connecté à des personnes de couleur. Il est de la responsabilité des parents d'expliquer aux enfants que toutes les races sont connectées dans leur humanité. Le racisme est à bien des égards un phénomène culturel plutôt qu'un événement psychologique individuel. Maintenant, on nous parle des 7 facteurs qui contribuent au racisme. Un article publié en juin 2020 qui s'appelait « The Psychology of American Racism », écrit par 2 personnes, soit M. Stephen O. Roberts, un psychologue de Stanford, et Michael T. Rizzo, un boursier postdoctoral de l'Université de New York, discute de ce qui mène au racisme. La recherche des auteurs les amène à la conclusion qu'il y a 7 facteurs qui contribuent au racisme. Premièrement, il y a les catégories. Les humains regroupent les gens en catégories basées sur la race dès leur plus jeune âge, ce qui favorise les stéréotypes. Ce groupement catégorique conduit plus tard à des factions.
Deuxièmement, un autre facteur, ce qu'on appelle les factions. Les catégories conduisent à des factions dans lesquelles des personnes sont affectées à un groupe et sont censées faire preuve de loyauté envers ce groupe et rivaliser avec des personnes d'autres groupes. Dans le cas des États-Unis, les Blancs créent des désavantages pour les non-Blancs par le biais de lois vieilles de plusieurs décennies qui affectent l'accès au logement et les politiques économiques. Troisièmement, un autre facteur serait la ségrégation. Être séparé d'un autre groupe a tendance à durcir les opinions à leur sujet. C'est pourquoi la ségrégation raciale au début de la vie peut influencer le développement d'attitudes racistes. Si vous avez grandi uniquement avec des personnes de votre propre race, cela vaut la peine de réfléchir à la façon dont cette expérience a façonné vos croyances sur les autres. Quatrièmement, il y a un autre facteur, serait la hiérarchie. Un système hiérarchique donne le pouvoir aux gens. Il attribue la richesse et fait croire au groupe dominant, en l'occurrence les Américains blancs, qu'il est supérieur aux non-blancs. Cinquième facteur qui contribue au racisme, selon messieurs Stephen O. Roberts et Michael Rizzo, serait le pouvoir. Le pouvoir permet aux Blancs, aux États-Unis, de construire une société qui leur profite, mais pas aux non-Blancs. Cela leur permet également de créer ce qui est considéré comme des normes culturellement acceptables qui se rapprochent à leur race. Ils contrôlent les ressources et exercent le pouvoir et sont autorisés à exploiter les autres et à assumer leur domination sur les autres sur la base de divisions raciales. Sixième facteur qui contribue au racisme serait les médias. Les médias jouent un rôle dans le maintien du racisme lorsqu'ils présentent une distribution majoritairement blanche d'acteurs dans des magazines, des émissions de télévision et des films. Les gens pensent à qui ils voient à la télévision et s'ils s'identifient à eux ou non. Encore une fois, cela rend la race blanche dominante ou normale. Et septième et dernier facteur qui contribue au racisme, selon messieurs Stephen O. Roberts et M. Michael T. Rizzo, serait le passivisme. Le dernier facteur est peut-être le plus important. C'est négliger le racisme ou être passif lorsque l'on parle de race à cause de la fausse croyance que le racisme n'est plus un problème aux États-Unis. Cela inclut l'effet de spectateur et l'ignorance en général, ce qui conclut l'article. Oui, bien merci. Une belle chronique, deux beaux segments là-dessus sur la question, le racisme est-il inné? Merci Pierre. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Avant de terminer cet épisode de Folie douce, je tiens à te remercier, Pierre, pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour la question que tu nous as amenée. Le racisme est-il inné? Ouais. On en a appris plus sur la question. Merci pour ça. Notre invitée en début d'épisode, Marie-Claude Pelletier, nous a parlé des tendances internationales en santé mentale et bien-être au travail. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Sa chronique « Les vieux, ça bouge ». C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.